Sur l'article 24, moi je crois vraiment que le Sénat a fait son œuvre de législateur en écrivant quelque chose de totalement nouveau. On a supprimé l'article 24 en réalité pour le réécrire dans un autre code avec une rédaction totalement différente qui répond de notre point de vue beaucoup plus, non pas à Samuel Paty, parce que ça ce sera l'affaire de nos collègues dans la loi séparatisme, mais dans sécurité globale, c'est plutôt l'affaire de Magnanville que nous voulons pour laquelle nous voulons trouver une solution. Magnanville, c'est 2 policiers qui ont été assassinés à leur domicile parce qu'identifiés. Et donc, dans le dispositif choisi par le Sénat, on est capable, avec Marc-Philippe Daubresse, il l'a bien expliqué, on est capable de venir en commission mixte paritaire avec une contre-rédaction. C'est ça qui est important à comprendre. Si nous avions supprimé l'article 24 purement et simplement, nous serions arrivés bredouille, sans aucun texte de référence. Et donc, c'est la semaine prochaine que, dans les discussions que nous allons avoir entre rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat, on va pouvoir le faire. Mais répondez à l'argument, si vous voulez bien, d'Eliane Assassi, qui dit un journaliste qui diffuse le numéro d'un gendarme ou d'un policier de son matricule, est-ce qu'il n'aide pas à l'identification de cet agent des forces de l'ordre ? Madame Assassi dit, est-ce que vous pouvez nous assurer que le juge ne qualifiera pas ? Mais non, bien sûr que non. Le juge fera son rôle avec ce nouvel article, s'il est adopté en ces termes, et ce sera le travail de précisément de la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, on regardera d'une certaine manière quel a été l'objectif de cette diffusion. Si c'est un travail d'information, il n'y a aucune difficulté. En revanche, si l'objectif est d'atteindre à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique d'un fonctionnaire de police ou de la gendarmerie, mais ça n'est pas une affaire de droit de la presse en réalité. Hein. C'est une affaire qui sera d'ailleurs entre les mains des magistrats qui, eux, qualifieront. C'est plus une affaire politique en fait. Avec ce qui s'est passé avec Michel Zecler à l'automne dernier, est-ce que cette demande très forte des syndicats, elle était légitime alors qu'on a vu beaucoup de citoyens être choqués par la diffusion de ces images? Est-ce que empêcher davantage la diffusion de ces images, c'est pas aller à contre-courant de la demande des citoyens? Mais on l'a pas fait. Vous restreignez d'une façon ou d'une autre quand même Non, l'article du Sénat, précisément, permet de garantir la liberté de la presse, de conforter la liberté d'expression, et même un citoyen qui filmerait une action de police. Dans l'affaire Michel Zecler, il y a quand même des images qui sont des images à l'intérieur du bâtiment, qui ne relèvent absolument pas d'images filmées lors d'un événement maintien d'œuvre. Ce sont des images intérieures. Donc, à aucun moment, cela est interdit par la loi votée par le Sénat. Absolument pas. Un mot, puisque l'autre critique de la gauche aussi, c'est que le mot provocation, c'est très large, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre. Comment vous répondez à ça? Alors, le terme de provocation, il a le gros avantage de déjà exister dans le Code pénal. Et donc c'est pour ça que quand nous avons transféré et choisi de quitter la loi de 1881 pour le Code pénal, cette notion de provocation existe. Et c'est pour permettre au juge, qui est à la fois là pour défendre la société, pour défendre les libertés fondamentales et pour aussi réparer. Et on doit... Alors vous parlez de confiance, moi je pense qu'il y a une confiance entre les Français globalement et la police et la gendarmerie. C'est l'argument de la gauche, hein. Je pense qu'elle existe, juste l'argument de vos opposants. Cette confiance-là. Il y a, ça, de manière générale. En revanche, il y a le sujet des manifestations et du maintien de l'ordre. Là, évidemment, il y a un sujet. Et nous, c'est pour ça que nous avons voulu, dans cette rédaction que Marc-Philippe Daubresse a bien présenté tout à l'heure, retrouver quelque chose de plus robuste juridiquement, qui donne, évidemment, toute sa capacité au juge d'apprécier. Mais cette provocation, c'est pas une intention. On entendait que c'était un des reproches des sénateurs à l'époque de l'écriture des députés qui avait l'idée de punir une intention de la part des personnes. C'est pas encore la même chose avec votre écriture quand il y a cette idée de provocation ? Deux dispositifs. Il y a la provocation à l'identification, dans le premier terme de l'article 24 avec sa rédaction du Sénat. Et dans le deuxième terme, il y a l'interdiction de la constitution d'un fichier de données à caractère personnel. Ces deux éléments-là, allant ensemble, et étant dans le même article, permettent de donner quand même une capacité au juge d'apprécier de manière concrète qu'est-ce qui s'est passé. Alors après, oui, on peut avoir ce débat sur l'intention ou pas, mais en tout cas, je pense que le juge sera beaucoup plus
à l'aise avec une rédaction comme celle-là qu'avec la rédaction de l'Assemblée nationale. Et Quentin, on va parler d'un autre article du texte, parce qu'au-delà des sénateurs qui est problématique au-delà des sénateurs de gauche, c'est l'autorisation de port de l'arme de service pour les policiers et les gendarmes en dehors de leurs heures de service dans les lieux accueillants du public. Voilà, ça a été effectivement là aussi voté hier, c'est l'article 25, donc juste après. Et effectivement, on a entendu des critiques venir, pas seulement cette fois-ci des bancs de la gauche contre cette nouvelle autorisation, mais aussi parmi les centristes, votre famille politique, notamment Laurent Lafont. Et c'est important parce qu'il est président de la commission de la culture au Sénat. On a aussi entendu quelques LR, mais on va écouter sur cet élément un écologiste qui nous expliquait, qui expliquait en quoi la mesure était dangereuse. C'était hier. Vous comprendrez bien que la dernière chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la présence d'hommes armés, sans qu'on le sache, dans les festivals, les bars, les clubs ou tous les établissements recevant du public. Ce qui doit être établi, c'est un droit à la fête, à la culture. Entendons-nous bien, les acteurs culturels sont tout à fait disposés à la présence de policiers ou de gendarmes dans leurs établissements, mais durant leur service, avec une mission précise pour assurer la sécurité. Avoir des gens armés dans leurs enceintes durant leur temps de repos et qui auront parfois consommé de l'alcool ne rassure personne. Certains sénateurs nous ont dit que les acteurs de la culture étaient très sceptiques, voire inquiets de cette mesure. Comment les rassurer ? Je vous avoue ne pas être insensible aux arguments du monde de la culture sur cet article 25. Pourtant, j'en ai été le rapporteur et responsable dans le texte, puisqu'on s'est réparti les articles avec mon collègue Daubresse. Pourtant, nous avons maintenu la rédaction de l'Assemblée nationale parce qu'on a constaté d'abord que les lieux de culture, le musée du Bardo à Tunis, le Bataclan, sont des lieux visés par le terrorisme. En France, on a 240 000 personnes susceptibles de porter leur arme hors service, policiers et gendarmes. Ils peuvent le faire en tout temps et en tout lieu aujourd'hui. Il y a simplement une possibilité qui est faite jusqu'à maintenant aux responsables d'un ERP d'empêcher leur entrée. C'est l'établissement qui accueille du public, les ERP. Les ERP, voilà. Donc des lieux de culture notamment. Mais il y a déjà des policiers et des gendarmes hors service armés dans les ERP, ça existe déjà. Si ils n'ont pas été empêchés par le responsable de l'ERP de rentrer. On a voulu, et donc le texte est voté conforme, donc ça veut dire qu'il est déjà, il a presque force de loi. Et on va attendre la promulgation par le président de la République, mais il y a un accord entre les députés et les sénateurs sur ce sujet. On a 240 000 personnes en France, donc c'est très peu, c'est moins de 0,5% de la population française, de gens formés, capables de répondre. On sait très bien qu'au Bataclan, c'est un commissaire de police qui était dans les parages, qui était armé, qui a pu lui-même intervenir en avance de phase, je dirais. Donc j'entends vraiment les inquiétudes, mais en même temps, je pense que cette mesure-là est une bonne mesure finalement. Un dernier mot, un dernier article sur lequel on voulait revenir avec vous, Loïc Hervé, parce qu'il vous intéresse particulièrement, c'est sur l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. On le sait que c'était pas du tout encadré, pas du tout réglementé jusqu'alors pour les forces de l'ordre. Vous avez largement réécrit l'article 22. L'usage de ces drones est réservé à la lutte contre les délits et les crimes les plus graves. Vous avez parlé d'ailleurs d'une différence d'approche assez importante avec le gouvernement sur ce point. Vous avez soumis l'utilisation de ces drones à une autorisation du procureur ou du préfet. Le ministre de l'Intérieur était contre, il a jugé cela trop complexe. Expliquez-nous, et d'ailleurs, est-ce que vous allez avoir gain de cause, vous, à la fin ? En tout cas, ce sera un point dur de la discussion avec nos collègues députés à l'Assemblée nationale, puisque maintenant nous connaissons les deux textes et que nous allons nous voir d'ici le 29 pour essayer de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Donc ça, c'est une qui réunit députés et sénateurs. Et qui aura lieu le lundi 29. Oui, où on essaiera de trouver un texte commun. Alors, pour ces drones utilisés par les policiers et les gendarmes, nous souhaitons qu'en matière de police judiciaire, ce soit le procureur qui contrôle, autorise, qui autorise, et qu'en matière de police judiciaire, administrative, ce soit le préfet. Pourquoi ? C'est parce que ces autorités-là sont des autorités judiciaires et civiles qui permettent d'avoir une forme d'appréciation des moyens justement utilisés par la police et les gendarmerie. C'est même simplement d'avoir connaissance des matériels qui sont acquis par les unités. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on ait une garantie. D'ailleurs, pour être très clair, si le texte de l'Assemblée était maintenu dans sa rédaction telle qu'elle est, c'est simplement un inventaire de finalité. Le risque de fond, c'est d'être censuré par le Conseil constitutionnel parce que nous n'aurions aucune garantie en face des libertés que nous venons atteindre. Et un dernier mot très rapidement, il nous reste malheureusement peu de temps sur ce thème. Vous êtes confiant sur l'issue de cette commission mixte paritaire, notamment sur la rédaction de l'article 24 ? Oui, je pense qu'on a une obligation et une responsabilité, députés et sénateurs, de trouver un accord sur ce texte parce que... Et que votre article 24 sera suivi par les députés ?
Alors je pense que le nouveau, on verra le 29, mais j'imagine que l'article 24 se ressemblera plus à celui du Sénat qu'à celui de l'Assemblée nationale. Merci Quentin, à tout de suite.